Alors Transistor, c'est la petite start-up que j'ai créée en 2015 avec un collègue suite à une formation en développement durable. On s'intéresse à toutes les thématiques de la transition en général et on réfléchit beaucoup. Par exemple, on se pose la question de comment diviser par 10 nos émissions de gaz à effet de serre. Je pense que certains d'entre vous se posent aussi cette question-là. C'est une vaste question. Et puis, comme sous-sujet, il y a les low-tech. Alors, quand on regarde des vidéos sur Internet, eh bien, on voit que les low-tech sont décrites comme des systèmes particulièrement simples, qui ont l'avantage d'être issus plus ou moins du recyclage, d'être constructibles localement, et quelques-uns des critères que vous avez nommés avant. Et puis, on met ces critères en rapport avec l'environnement en disant attention, l'avantage c'est que ça diminue notre impact environnemental par rapport à quelque chose d'autre. Eh bien, quand on fait cette dialogique, c'est-à-dire cette interaction entre les deux, ça c'est ce qu'on voit souvent dans les vidéos YouTube. Le problème c'est que si vous voulez vendre une technologie, alors je vous parlerai tout à l'heure du panneau solaire en canette recyclée, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment, il y en a plein sur Internet. Le problème c'est que du coup, on a tendance un petit peu à culpabiliser indirectement les gens. C'est-à-dire que si vous voulez leur vendre ce panneau solaire à 2000 €, parce que concrètement ça nécessite beaucoup de temps de travail, finalement si vous dites oui ça permet de baisser votre impact environnemental, vous allez les culpabiliser. Donc il y a un problème qui est inhérent à toutes ces vidéos. Souvent c'est des gens comme vous et moi, donc ils n'ont pas forcément réfléchi à la question, ils ne souhaitent pas forcément vendre les techniques, donc ça pose un petit problème, mais eux ils s'en soucient pas. Donc moi je voudrais rappeler que d'abord la technologie, c'est pas seulement, donc comme on l'a dit, comme Vincent l'a dit notamment, c'est pas simplement les techniques physiques et matérielles, c'est aussi les processus, et plus particulièrement la technologie, c'est d'abord une science, c'est comment est-ce qu'on parle de la technique, parce que dedans il y a le logos. Et je voudrais vous proposer cette définition-là, c'est que la technologie, c'est comment je parle de l'assemblage que je fais. Et ça, c'est une définition très large que je vais retenir pour ma présentation, puisque il s'agit aussi d'assembler des idées, des concepts. Et donc, quand on parle de technologie, on peut très bien considérer, par exemple, qu'un modèle économique ou qu'un modèle de gouvernance pour une entreprise ou une association, ce sont des technologies. Et alors, quand on parle de low-tech, en général, on parle quand même de low-tech physique. On n'a pas dit il faut des modèles d'organisation simples. Ça, c'est les gens qui sont dans la transition qui le disent. Par exemple, je sais pas, je pense au Colibri ou à Alternativa qui disent voilà, il faut qu'on soit là localement, qu'on ait des ancrages locaux simples avec des groupes autonomes. Eh bien, c'est le petit R dont parlait Vincent. Simplement, on fait rarement le lien entre les deux, et moi je voudrais appeler si bien l'organisation humaine que les techniques, les systèmes techniques, je voudrais les appeler technologies. Et je voudrais vous proposer du coup 4 critères qui ont un petit peu été évoqués avant pour définir ce que c'est que finalement une technologie de la transition. Moi j'appelle ça technologie de la transition. Je pense que c'est presque un synonyme de low-tech, mais enfin pas tout à fait, vous allez le voir. Et je retiens 4 critères. C'est la complémentarité, la durabilité, l'autonomie et la souveraineté. Et quand je parle de complémentarité comme des autres critères, je ne pense pas simplement à la complémentarité d'une technique avec une autre technique, mais aussi de la complémentarité d'une technique, par exemple un panneau solaire, avec mon parcours de vie. C'est-à-dire, je travaille au SMIC pour combler les fins de mois et j'ai un petit potager chez moi. Est-ce que je suis capable de financer un panneau solaire? Si vous me vendez un panneau solaire à 2000 €, je ne peux pas le financer, donc le critère n'est pas rempli. Si je dois le construire moi-même et que ça me prend 500 heures de travail et que je dois travailler aux 35 heures et m'occuper tout seul de mes enfants, c'est pas complémentaire avec mon parcours de vie, donc je ne vais pas pouvoir me l'approprier. Et c'est un petit peu comme disait la jeune femme qui s'est exprimée avant moi, je n'ai pas retenu son nom, excusez-moi. Il faut qu'on trouve une espèce de cohérence entre les aspects humains et les aspects techniques. Donc la souveraineté, c'est est-ce qu'on peut maîtriser les techniques localement et les reproduire nous-mêmes. L'autonomie, c'est est-ce que ça nous apporte quelque chose au niveau local, et aussi est-ce qu'on est capable au niveau local de remettre en marche ces techniques même lorsque éventuellement la société s'est effondrée. Et puis finalement, la durabilité, c'est pas seulement
On veut qu'une technique dure 30 ans, d'accord, même plus si possible, mais c'est aussi une question de durabilité. C'est est-ce que je vais avoir envie de l'utiliser dans le temps? Parce qu'il y a des gens qui achètent des voitures formidables ou des bagues en or massif, et puis est-ce qu'ils utilisent cette bague pendant 30 ans? Eh bien parfois, s'il y a une tête de mort dessus, parce qu'à 15 ans ils étaient dans le style gothique, après ils n'ont plus très envie de la porter, donc il y a un problème de durabilité, même si c'est en or massif et qu'on peut pourtant la refondre ou la réutiliser. Donc, je vais vous donner des exemples très concrets maintenant, et je voudrais que vous gardiez en tête ces 4 critères pour qu'on essaye de voir un peu ensemble si ces low-tech, ou ces technologies de la transition correspondent ou pas à ces critères. Donc Picojoule, c'est un de nos partenaires. Picojoule, c'est une association qui a été fondée en 2015 qui développe la méthanisation à l'échelle domestique. Et en ce moment, avec eux, on est en train de construire un méthaniseur qui servira de sanitaire de camping. Donc c'est dans un magnifique jardin. Vous voyez les enfants de mon ami Pierre qui sont là devant ce petit cabanon. Dans le cabanon, il y a une cuve qui va produire du gaz à partir des déchets du camping, à savoir les cacas des gens et les déchets alimentaires que les gens vont pouvoir produire en cuisinant. Donc il y aura dans ce cabanon un coin cuisine qui permettra à la gazinière d'utiliser le gaz. Alors, il y aura un lavabo qu'on ne voit pas bien ici, mais il est juste là. Dessous, il y a un broyeur qui permet de broyer les déchets de cuisine et de les envoyer dans la cuve. Il y aura des toilettes façon TGV qui consomment très peu d'eau et qui envoient aussi directement les excréments dans la cuve. Et il y aura des panneaux solaires qui produiront aussi de l'eau chaude sanitaire. Donc le but, c'est autonomie, surtout sur le plan thermique. Alors, quand on parle de low-tech, ici, on est sur des techniques qui ont fait appel à beaucoup de matières recyclées. Vous voyez sur le chauffe-eau qu'on a là, il y a un petit peu de rouille. Ici, c'est un sani-broyeur qui est utilisé habituellement pour des toilettes qu'on ne peut pas raccorder au tout à l'égout. Donc c'est des techniques qui font appel à beaucoup de recyclage, mais le problème qu'on a, c'est que quand on utilise des techniques recyclées sur un méthaniseur, vous avez des fuites. Donc ensuite, il faut acheter du matériel neuf, sécurisé, gaz et compagnie. Vous avez aussi un problème, c'est que vous n'allez pas tout trouver sur la place publique. Vous pouvez très bien demander, comme on envisage de le faire, à des ressourceries de garder les choses pour vous, mais d'ici à ce que vous ayez toutes les pièces en recyclage pour construire un méthaniseur, et d'ici à ce que toutes les pièces soient en capacité de bonne marche, eh bien vous pouvez attendre longtemps, ça ne marchera pas. Donc là on a une low-tech, le but c'est que ce soit en partie constructible par des bricoleurs, mais ça fait quand même appel à plein de domaines de connaissances en plus, et donc le méthaniseur c'est compliqué. Néanmoins, en termes de complémentarité, vous pouvez retenir que du coup quand on produit du gaz, on n'a plus besoin de batterie pour stocker de l'énergie, et donc pour l'hiver ça peut être un appoint très intéressant. Nous on estime que cette technique peut apporter environ 10% des besoins en énergie d'une famille qui habiterait dans une maison classique des années 80. Donc 10%, c'est pas beaucoup, mais si vous pensez à isoler davantage, à faire l'isolation par l'extérieur et à trouver d'autres techniques pour vous chauffer, eh bien peut-être que ça peut devenir 30% et ça peut vous permettre de devenir complètement autonome en énergie thermique. Bon, je me suis un peu étendu là-dessus. Autre projet, ça c'est ce que j'ai fait avec mon collègue, c'est un panneau solaire en canettes recyclées. Donc vous avez peut-être tous déjà vu ce genre de technique, on fait des tubes de canettes, on les peint en noir et l'air circule dedans, il est réchauffé par le soleil et on se sert de cet air chaud qu'on pulse avec un petit ventilateur jusque dans une boîte ici qu'on a appelé un déshydrateur. Simplement c'est une boîte qui contient des petits plateaux, des clayettes et sur lesquels on a essayé de faire sécher des fruits et légumes. Bon, alors ça marche plutôt pas mal. Bon, il y a plein de problèmes techniques parce que c'est notre premier prototype. On a essayé de faire beaucoup de choses en do-it-yourself, par exemple de l'isolant. Et là, vous voyez mon associé Arnaud qui est en train de découper avec une machine que des copains imprimeurs nous ont prêté. On a découpé du carton recyclé et on a voulu coller des couches et des couches de carton pour faire de l'isolant. Donc du coup, aller chercher des canettes dans les poubelles, fabriquer de l'isolant, ça nous prend, en tout ça nous a pris 150-200 heures de temps de travail pour fabriquer ça. Donc s'il fallait le vendre, moi je veux bien vous le vendre, mais je vous le vends 10 000 €. Voilà. Donc vous allez faire 2 kW d'énergie thermique, qui est de l'air chaud, ça ne se stocke pas. C'est assez puissant parce qu'on monte jusqu'à 80 degrés et on a un flux d'air qui est quand même assez intéressant, mais c'est pas très complémentaire des autres dispositifs que vous pouvez imaginer.
Donc peut-être qu'au niveau low-tech, là, on va pas trop dans la bonne direction. Alors, je voudrais... Non, mais parce que par contre, ce qu'on voulait montrer avec ce projet-là, c'est l'union de deux thématiques, la transition énergétique et la transition alimentaire. Et on voulait montrer qu'on pouvait produire une valeur ajoutée qui était plus intéressante que simplement l'un ou l'autre séparément. Donc en réunissant les deux, on fait quelque chose d'intéressant. C'est vrai que les gens étaient amusés. Là, c'était au Fab Lab de Toulouse. C'était amusé de déguster des morceaux de kiwi séchés et tout. Ça, c'est assez bon. Voilà. Donc ces deux modèles qui sont d'abord des techniques, le but ce serait d'en faire des modèles d'activité, donc pas forcément de vendre des panneaux solaires en canettes recyclées, ça je crois qu'on va laisser tomber. Mais je voudrais vous parler d'un autre modèle d'activité que vous connaissez peut-être, c'est Tripalium. Et pour vous montrer que ça a aussi des inconvénients. C'est-à-dire Tripalium, ils savent très très bien faire des éoliennes, c'est une association, donc avec Monsieur Pigot, je crois, qui a développé un modèle d'éolienne qui fait 2 à 6 kW et qui est autoconstructible. Et Pigot, ils se déplacent, ils sont des formateurs, ils se déplacent avec un camion qui contient tous les outils, ils vont chez vous et ils vous aident à construire en plusieurs jours une éolienne que vous raccordez avec eux au réseau ou alors à l'électricité de votre maison. Alors c'est intéressant parce que du coup vous avez des groupes de citoyens dans les territoires qui se mettent à apprendre comment on fabrique une éolienne, formidable. Simplement en 10 ans ils ont construit un peu plus de 150 éoliennes, c'est eux-mêmes qui le disent, et leurs éoliennes elles font rarement plus de 2 kW de puissance. Donc c'est un modèle intéressant, mais si vous regardez le rapport mégawatt qui vous dit voilà pour être 100% renouvelable on a besoin de 500 gigawatts à peu près de production d'énergie renouvelable, bon bah là avec 150 éoliennes, on a 300 kW, c'est-à-dire même pas 1 millionième de ce qui est nécessaire. Et c'est pour ça que dans les projets précédents, moi je me suis intéressé à l'énergie thermique. Donc 1 millionième, déjà vous n'avez pas vraiment réduit la consommation d'énergie fossile parce que vous vous substituez au nucléaire, premièrement. Deuxièmement, si vous considérez aussi le transport du camion avec les formateurs, plus le style de vie des gens qui vont faire des barbecues pendant qu'ils construisent des éoliennes, plus le style de vie des formateurs, plus l'amortissement du camion, parce que 150 éoliennes en 10 ans, je peux vous dire qu'ils n'ont pas vendu beaucoup de formations, et ben du coup, on peut se demander si l'impact carbone, simplement sur l'aspect carbone, il n'est pas négatif. Mais ça reste quand même très très intéressant comme modèle alternatif. Alors un autre modèle que vous avez peut-être connu, parce que moi je l'ai découvert sur Monsieur Mondialisation, c'est Sunberry. C'est des gars, je crois que c'est une société à but lucratif, donc ils ont créé une application qui est censée gérer un panneau solaire que vous avez construit en do-it-yourself, et ils gèrent l'apport d'énergie thermique à votre chauffe-eau, et ils coupent le panneau quand il fait trop froid, qu'il y a des risques de gel, et bon bref, ils gèrent le système. Cette application est gratuite, mais eux, ils gagnent de l'argent en vous vendant en fait les vidéos en do-it-yourself et toute la documentation technique. Par exemple, là c'est extrait d'une vidéo, donc c'est du matos extrêmement simple, on se demande si ça va pas finir par craquer parce qu'ils vous font mettre une bâche sur un système en plastique extrêmement rudimentaire qui va faire circuler de l'eau, donc vous faites une serre comme ça, et on vous donne toutes les instructions. Donc contrairement à Tripalium, vu que c'est des vidéos, eh bien le formateur ne se déplace pas, l'impact carbone est un peu meilleur, le coût de production de la formation est carrément meilleur parce que du coup vous avez payé, moi je ne sais plus combien j'ai payé, 50 €, quelque chose comme ça, pour avoir accès à tous les contenus. En plus sur le site vous pouvez précommander sur eBay et sur des sites internet tout un tas de matériel. Alors eux ils prétendent qu'avec leur solution qui est ici à droite, eh bien, par rapport à ce qui est au milieu des panneaux solaires thermiques à tube à vide, eh bien, ils vous apportent peut-être un peu moins d'autonomie énergétique, n'empêche qu'ils sont 9 fois moins chers, et ils sont même plus de 10 fois moins chers, disent-ils, que des panneaux solaires photovoltaïques, qui eux ont un impact sur votre autonomie énergétique plus faible par contre. Un autre modèle d'activité, c'est les colibris, qui ont lancé les projets Oasis. Donc ils essaient de rassembler toutes les initiatives citoyennes solidaires qui font partie de leur réseau en France, et ils ont lancé la Fabrique des Colibris, c'est un site internet sur lequel vous pouvez déposer votre projet et du coup participer. Et alors eux ils ont un modèle économique, donc je rappelle modèle économique, technologie c'est pareil pour moi, ils ont développé un modèle économique sur ce site qui s'appelle les compagnons
des oasis. Et donc en fait, ils proposent différentes prestations comme celle-ci, qui est d'avoir un coaching, et pendant 4 jours, ils vous forment à la gouvernance. Donc là, on ne fait pas des technologies, on ne construit pas des technologies directement, mais quand vous voyez les participants au Colibri, en général, ça va être des collectifs qui vont lancer des initiatives de potager, de réparation, de réhabilitation, de fermes. Ils vont construire, peut-être pas leurs panneaux solaires, mais ils vont en faire installer, et ils vont mutualiser l'usage de leur voiture, et ils vont construire un éco-village, par exemple. Bon, alors, l'avantage, c'est que du coup, ça va être un modèle qui va être adaptable à toutes les aspirations des participants au réseau des colibris. Le désavantage, c'est que du coup, quand on fait un éco-village, on garde la voiture, on reste dépendant de la voiture, on divise par 2 son utilisation, on a mis une chaudière un peu sympa avec des granulés de bois, donc on a divisé par 2, ou on a réduit de 30% de notre consommation de chauffage par rapport à là où on était en ville. Certes, donc on a diminué notre impact énergétique, n'empêche qu'on n'est pas encore sous les recommandations de l'ADEME, et on en est loin. Donc ça, c'est souvent la conséquence. Alors, à l'opposé, un modèle qui est beaucoup plus technique et beaucoup moins humain, PV Financing, et là je voudrais vous parler de celui-là parce que c'est pas du low-tech, mais il y a une recherche d'autonomie. Donc là vous voyez que donc c'est un projet financé par l'Union Européenne qui réunit une dizaine d'acteurs de tous les pays de l'Union Européenne, et ça c'est une structure allemande. Donc vous avez un projet ici qui est sur une maison individuelle, vous voyez que ça dégueule de panneaux solaires de partout. Donc ils en ont mis le maximum pour essayer de rentabiliser une installation, et ils ont mis des batteries, des convertisseurs et tout ce que vous savez sur les panneaux solaires photovoltaïques. Et donc ils disent que l'installation est rentabilisée, amortie en 15 ans. Donc, c'est par rapport au tarif de rachat de l'électricité en Allemagne qui est assez intéressant, enfin qui est très élevé quand même. Et donc ça c'est bon, ça dégueule de technologie, c'est un truc bon bref. Alors que là vous avez un collectif, ils ont installé sur les toitures, donc c'est des toitures ouest et est, donc là aussi ça dégueule, hein. Ils ont installé 445 kW de panneaux solaires. Donc en une seule opération, ils ont réussi à faire plus de capacité électrique que Tripalium en 10 ans. Donc vous voyez, c'est beaucoup moins participatif, beaucoup moins humain, mais par contre là, on balance. Et donc ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est que déjà il n'y a pas de batterie, donc c'est quand même un petit peu moins intensif en techno, donc l'impact environnemental est moindre, et puis surtout il y a un modèle de financement. Derrière il y a un modèle de financement, c'est-à-dire que les habitants propriétaires, ils peuvent investir 200 € au début, c'est la petite barre bleu ciel, la banque prête 800 € sur 1000 € en tout donc, et puis ils vont payer une électricité un tout petit peu moins chère que l'électricité allemande, et au bout de 20 ans, ils ne vont pas toucher d'argent, de dividendes à aucun moment, sauf au bout de 20 ans, là ils touchent 1400 €. Donc vous voyez que là c'est un modèle économique rentable, entre guillemets, et qui permet du coup d'avoir une installation solaire. Alors là, en haut, où ça dégueule de techno, vous êtes autonome. Ici, il y a un taux d'autarcie seulement de 30%. Et vous voyez que quand vous êtes que sur l'électrique, ça pose un problème, puisque le reste, en fait, là où il y a vraiment des émissions de dioxyde de carbone, c'est sur les besoins thermiques de l'habitat, et donc là, vous n'avez pas réglé vraiment le problème. Cependant, PV Financing, donc, qui est financé par l'Union Européenne, ils développent des choses. Alors ça, c'est leur programme de recherche. Ils essayent de développer, disons, les modèles économiques qui vont bien pour le financement des différentes installations photovoltaïques. Ils essayent de développer les schémas juridiques. Enfin bon, tout ça, c'est leur programme de recherche, leur tambouille interne. Donc, ils essayent de développer les modèles juridiques, les modèles de financement, les modèles d'organisation, et d'adapter les modèles économiques à chaque fois. Et donc, comme le photovoltaïque, c'est une technologie finalement qui est très complexe techniquement, mais en termes de conception, de conceptualisation, c'est très simple, finalement, on se retrouve avec un modèle qui parle surtout de financement, quoi. Donc c'est surtout un objet financier, le photovoltaïque, dans ce cas-là. Mais là où c'est intéressant, c'est que le sous-jacent à ces installations, c'est des choses qui développent comme ça. Et là, peut-être que les low-tech ont intérêt à s'intéresser à ça, c'est-à-dire que pour rendre possible localement l'implantation de technologies, et pour que du coup ça se diffuse, puisque l'enjeu, on en a parlé, c'est la diffusion, donc ils mettent en place plusieurs structures juridiques.
L'une qui va être l'investisseur et qui va proposer par exemple aux habitants d'investir, l'autre qui va gérer les différents dispositifs, qui va s'occuper de la maintenance, et puis le consommateur qui lui va utiliser les dispositifs, et après à chaque fois on a une conceptualisation un peu comme ça macro qui va permettre de voir qu'il y a des contrats juridiques qui sont passés entre chaque structure, qu'il y a des échanges de financement, soit parce qu'on vend de l'électricité au réseau, soit parce qu'on rembourse de la dette, soit parce qu'on échange ici des flux d'énergie. Donc vous voyez que cette modélisation du coup, eh bien, elle a l'avantage de rendre possible des installations de panneaux photovoltaïques de manière viable économiquement, là où ça ne l'était pas forcément avant, en tout cas en Allemagne. Alors, moi ce que je fais avec ma société, c'est que du coup je prends tous ces modèles que nous avons vus. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de réfléchir à ce que ça répond aux critères que je vous ai exposés avant, mais on essaye de sélectionner en fait un panier de technologies qui vont sur le thermique, parce que bon, le photovoltaïque, vous avez vu que, enfin moi ça m'intéresse pas trop en tout cas, je préfère m'intéresser à ce qui peut vraiment amoindrir l'impact carbone au niveau local, et du coup j'essaye de voir quelles sont les techniques qui peuvent du coup remplacer complètement une chaudière au fioul, chaudière à gaz, et on essaye d'organiser tout ça sous forme de régie de quartier. Donc vous voyez que là il y a plusieurs techniques, donc le fioul qui est très vieux et qui est très dépendant du réseau a un fort impact environnemental. Ici vous avez des techniques qui rendent l'autonomie locale faisable au niveau thermique. Ici vous avez des techniques qui ont un mauvais rendement, par exemple le solaire à concentration, et ici vous avez des techniques qui rendent l'autonomie locale possible mais qui coûtent extrêmement cher, par exemple le photovoltaïque et les batteries. Donc on peut discuter du caractère autonome de ces systèmes, mais ça coûte très cher. Et moi je préfère sélectionner des techniques comme la méthanisation locale qui va nous permettre de stocker du gaz et de le réutiliser en hiver dans la perspective d'être complètement autonome. Après je n'exclus pas de retenir certaines techniques comme les chauffe-eau thermodynamiques qui sont des techniques plutôt high-tech, ou même des pompes à chaleur, parfois dans certains cas, lorsque c'est pas possible d'être complètement autonome sans apport électrique extérieur, et là on devrait quand même avoir une baisse des émissions qui serait considérable. Donc les grands axes d'une régie de quartier, pour moi, ça va être on réunit des techniques pour les usagers, pour qu'ils puissent se chauffer en hiver, donc chauffer les logements, l'eau chaude sanitaire, la cuisine, et puis d'autres besoins de chaleur comme, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme autre besoin de chaleur? La chaleur humaine. Non mais concrètement en fait, si vous voulez, le désavantage du solaire thermique par rapport au photovoltaïque, c'est que le photovoltaïque, vous pouvez vendre l'électricité en été. Donc d'un point de vue purement économique, il y a un problème, c'est que il faut trouver des procédés d'utilisation du thermique en été. Donc quand vous voulez implanter... Comment ? C'est le moment où on prend des douches chaudes en été. Ah bah oui, mais du coup l'eau du réseau elle est déjà un peu chaude, donc consommer encore moins d'énergie qu'en hiver pour chauffer l'eau. Donc du coup il y a 80% de l'énergie qui est produite par ces panneaux qui va servir à rien. C'est pour ça que moi je m'intéresse aussi au solaire à concentration à huile, parce que du coup en été vous pouvez quand même avoir 200 degrés et faire de la stérilisation par exemple. Donc des sauces tomates ou voilà, ou des aliments séchés, des fruits et légumes séchés. Donc organisation, financement, donc pour apporter aux habitants des moyens d'organiser la gouvernance et des moyens de la rendre possible, pas seulement par l'argent, mais aussi par l'apport de matière. Par exemple, si on peut faire des techniques qui font appel au recyclage, la question que je pose, c'est est-ce que les habitants peuvent agréger un certain nombre de matières nécessaires à leur fabrication. Et donc il y a différentes choses que je retiens. Donc c'est l'utilisation de la chaleur d'été, le rendement surfacique, c'est pour ça que je ne retiens pas le panneau solaire photovoltaïque, parce qu'avec un panneau thermique on fait 4 fois plus d'énergie par mètre carré. Les économies de gamme, c'est-à-dire faire appel à plusieurs techniques en même temps, ça va nous apporter des économies. La recherche de l'autosuffisance thermique, donc ça c'est le but affiché. L'appel à des savoir-faire maîtrisés localement pour que les gens puissent éventuellement trouver un emploi dans ces régies, donc simplement l'entretien des chauffe-eau solaires, le remplacement ou la réparation des pompes, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire localement.
pareil, si on fait de l'électronique très simple avec des cartes à puce Arduino par exemple. Et puis voilà, donc l'adaptabilité locale. Donc comment ça devrait marcher? Donc vous voyez donc des techniques, des procédés d'usage, et puis on propose aux habitants de créer leurs propres outils de gouvernance collective. Donc ça suppose qu'on puisse mettre en place des régies. Par exemple, le Low Tech Lab pourra peut-être un jour le faire en amenant tout un tas d'acteurs qu'on appellerait ici le consortium de la transition. Donc t'amènes tout un tas de gens qui savent faire, qui savent mettre en place plein de techniques. On ne va pas demander aux habitants, aux citoyens localement de tout faire eux-mêmes et de réinventer la roue. Donc il faut leur apporter des choses et si possible des choses qui soient viables économiquement et partiellement ou légèrement industrialisées. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quand même des économies d'échelle. Et puis pour que ces régies soient possibles, il faut apporter donc un deuxième aspect, c'est d'abord d'avoir des modèles juridiques et financiers qui permettent de gérer en fait l'ensemble des opérations. Il faut une gestion des débouchés commerciaux. Si vous faites de la sauce tomate, il faut pouvoir la vendre à la Biocoop à côté. Donc, ou la distribuer par exemple dans une épicerie de hall d'immeuble, pourquoi pas. Et puis donc vous partagez aussi des connaissances avec cette régie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait des animations, comment est-ce qu'on fait des événements, comment est-ce que les gens peuvent s'organiser pour sensibiliser à un meilleur tri des déchets. Donc à partir de ça, les usagers d'une régie pourront avoir tout un tas d'outils et de supports qui leur permettront de fonctionner. Et ça, c'est ce que je veux faire avec ma start-up. Voilà, donc si vous voulez retenir une chose en particulier de ma présentation, c'est cette citation d'un chercheur en sciences de gestion qui dit « Un meilleur business model l'emportera souvent sur une meilleure idée ou sur une meilleure technologie ». C'est-à-dire, c'est une bonne nouvelle pour les low-tech parce que, quelle que soit la technique, si vous avez une technique qui est un peu moins bonne mais fabriquée localement, l'enjeu c'est pas de dire « Ah, c'est local, c'est bien », et donc de faire appel à une culpabilité indirecte, mais plutôt de dire, vous voyez, vous allez mieux vous en sortir financièrement et même en termes de ressenti personnel parce qu'on a tout un modèle qui va vous permettre de vous approprier la technique. Et voilà l'avantage des modèles économiques. Et puis je vous laisse avec une petite citation du philosophe Maurice Blondel qui dit « L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare ».